Salut les amis, bienvenue dans Bangarang, le podcast qui te ramène en enfance. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le grand Fabien Olicard. Salut, mais alors en enfance, ça te ramène en enfance, mais ça dépend quand t'es né. Bah, peu importe. De toute façon, on a une DeLorean géante ici, donc peu importe la date. Stylé. Même si t'étais né en 1400, j'aurais pu te ramener. Non, bah 1955 du coup. Je rejoins McFly. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là, parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Glénat, ainsi que le 3bis qui nous a gentiment prêté le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Allez, je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Bisous. Waouh, t'es vachement bien conservé, hein, t'es dans 55. T'as vu un peu? C'est ça, mais c'est parce qu'après je suis allé dans le futur refaire un peu le visage. T'as été dans le futur et ils ont des technologies hyper avancées. Incroyable. Ah ouais? Ouais. Tu peux nous spoiler un peu des trucs du futur ou c'est ta part? Bah, ils tirent la peau toujours plus en fait. Ouais, et ça se passe comment? Le monde, on est toujours... Est-ce que tu l'as vu ce Docteur Who avec la nana qui voulait se faire tellement amincir qu'elle termine en étant... Je te dis pas du coup. Mais tu peux dire, allez, on est là pour spoiler. En fait, ils sont dans le futur juste avant la destruction du monde. Et donc la dernière représentante de la race humaine, la grande mode, c'est d'être toujours le plus fin possible. Ouais, et c'est un bout de peau tendu en fait. C'est une toile tendue, c'est un bout de peau qui a juste une bouche pour parler et deux yeux, quoi. C'est fou. Et ça, c'est le summum de la beauté. C'est le paroxysme et c'est magnifique. Mais c'est vrai que tu regardes chaque époque un peu ses critères de beauté. Je sais pas ce qui restera de notre époque. Oui, parce que même tu regardes les Égyptiens ou les civilisations aztèques, plus t'étais corpulent, plus c'était un signe même au Moyen-Âge, t'avais déjà tu vois, ouais, bien sûr. T'avais un truc de la rondeur qui était était belle. beaucoup lié aussi au fait de ta appartenance sociale. Ouais, c'est vrai. Mais fallait pas être bronzé parce que sinon ça veut dire que tu travaillais dehors. Fallait être c'est pour ça qu'ils se blanchissaient. Non mais ouais, c'est ça. Ça aussi c'était fou. Alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Les gens vont faire des UV, tu sais. Tu vas être allé, avoir le teint allé. Ça veut dire que je suis en vacances. Alors qu'avant c'était non, je suis à l'intérieur, je ne travaille pas dans les champs. Donc c'est vachement conditionné, je pense, par l'environnement et la condition sociale dans laquelle on est, je pense. Ouais, c'est juste le message que t'envoies. L'appartenance, quoi. Peut-être que la suite ce sera d'avoir des mains un peu travailleuses et puis d'être healthy. Parce qu'en fait, les anciens paysans étaient healthy, de fait. Hein. Ils mangeaient des bonnes choses, ils faisaient du sport, ils bouffaient pas de gras. Ils n'étaient pas dans le truc de surconsommer pour rien. Et... Bienvenue dans ce podcast qui va bien vous prendre la tête. En fait. C'est ça, on va vous moraliser un peu. On va commencer par une petite bio express, mais que tu vas faire toi. Ok. Alors, tu as 20 secondes pour résumer un peu, en démarrant juste par « Je suis né et aujourd'hui je suis dans Bangarang ». Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Tu peux raconter. Alors attends, je vais mettre tu mets ce que tu veux. Hein. Si tu veux faire des ellipses, si tu veux inventer. Des ellipses? Résumer ma vie en 20 secondes, tu crois que je vais faire des ellipses du coup? Je sais pas. C'est pas impossible. Je suis né, j'ai attendu, je suis venu. J'ai pris le Uber et je suis arrivé. Tu me dis quand t'es prêt. Ok, je suis prêt. C'est parti. Je suis né le 22 novembre 1982 à La Rochelle, et plus précisément dans un petit village au nord de La Rochelle qui s'appelle Marcilly, où il y avait 1000 habitants à l'époque. J'ai grandi, je ne savais pas ce que je voulais faire, et puis à un moment donné, il y a eu plein d'opportunités. J'ai dit, tiens, je vais prendre ces opportunités, et j'ai fini sur scène. Et t'es dans Bangarang aujourd'hui? Ben, c'est toi qui le dis. Tu me fais bosser, quoi. Donc, tout petit village à la base. Ouais. 1000 habitants. 1000 habitants. Oui, j'aime bien ça parce que je crois que toute ma vie, je cherche à reconstruire des villages et je pense que ça vient de là. C'est un petit peu ta Madeleine. Ouais, et puis ça me rassure, tu vois. J'habite un quartier de Paris qui, je trouve, ressemble à un petit village. Je refais des cocons. Mon cocon professionnel, c'est un petit village en soi, tu vois. C'est toujours comme dans les Schtroumpfs, en fait. T'as la personne qui est grognon, la personne qui a les lunettes, t'as le machin et tout. Et ça me rassure quand il n'y a pas trop de monde. Le cerveau est pas fait de toute manière pour gérer énormément d'amitié, énormément de contacts. C'est un peu le problème des réseaux sociaux, de tout ça. C'est le fait de se dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de gens? On connaît beaucoup de gens, mais en fait, on reconnaît beaucoup de gens. Est-ce qu'on les connaît vraiment? Non, quoi. Ouais, puis mais on se met un peu la charge mentale de suivre un peu la vie de plein de gens. Oui, c'est vrai. Au final, eux comme toi, en fait, on s'appelle même pas, on se voit pas. Mais ça nous disperse un peu l'attention, je trouve. Ouais. Ah mais l'attention, c'est ça, je pourrais t'en parler des heures. L'attention, c'est pour moi, c'est vraiment l'enjeu de maintenant. Dans la psychologie humaine, c'est l'attention, le commerce qui est fait sur l'attention. Je pourrais vraiment t'en parler des heures et des heures, mais tu vois, ça a déjà commencé avec le lait quand il avait dit, c'était l'ancien patron de TF1 qui avait dit on vend à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Le temps de cerveau disponible, c'est un truc qu'on entendait pas mal, je trouve, dans la fin des années 90. Exactement. Après, il y a le patron de Netflix qui a dit il y a quelques années, mon seul ennemi, c'est le sommeil. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle plus de temps de cerveau disponible, on considère que tout ton temps d'éveil
et du temps de cerveau disponible pour consommer. Plus, maintenant, tu es dans la poche des gens, donc tu peux toujours interagir avec eux. Quoi. Et l'attention, le temps d'attention, il s'est dégradé de ouf. Là, je lis les études sur le sujet. Et en fait, d'année en année, ta capacité attentionnelle, donc garder ton focus, plus la concentration de l'attention, du coup, se réduit comme peau de chagrin. C'est pas irréversible, mais tout le commerce est fait pour te capter l'attention et du coup, ça se dégrade. Et si t'en as pas conscience, tu le répares pas, quoi. Ouais, et puis surtout, on anime le truc. C'est que plutôt que de réparer ça, on dit, OK, vu que l'attention baisse, exact. Je vais être encore je vais faire plus shape, ouais. Et maintenant, je vois des trucs sur les réseaux, carrément, comme les jeunes, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans, mais n'arrivent même pas à regarder une vidéo sans swiper. Ouais. Et ils te mettent des trucs d'accroche en dessous avec des boules qui roulent, des machins, pour que le cerveau, OK, je swipe pas, je veux voir la boule qui roule, et en même temps, je regarde le contenu comme ça. C'est incroyable, hein. Et en fait, on est devenu, c'est un truc de pars pas, comment je l'accroche, regarde ça, regarde, tu sais, comme quand t'es avec ton fils et que tu veux lui faire bouffer un truc. Et tu te dis, putain... Mais t'imagines très bien qu'il y a des gens qui nous écoutent en x2, là, actuellement. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas le time... T'as plein de gens Bien sûr. C'est flippant. T'as pas le time d'écouter en x1, mais c'est un problème. Est-ce qu'on va arriver un jour, on se dit, putain, à l'époque, ils regardaient des films d'1h30, c'était des ouf. Ouais, mais comme je pense qu'il y en a déjà aujourd'hui qui se disent, putain, t'as vu le YouTube d'avant, il faisait des intros. Ouais. Oh là, ça a duré 2 minutes. Maintenant, dans les intros, ils te mettent un petit best-of pour te dire, il y aura ça, ne pars pas. Mais je le fais moi dans mes vidéos, quoi. C'est fou. C'est-à-dire que il y a un côté... adapte-toi ou meurs aussi, quoi. Tu vois, il y a une espèce de règle comme ça. Hein. Est-ce que t'as la rêve de Bangarang ? Non. C'est dans Hook, le film Hook avec le grand Robin Williams. Bien sûr. Et c'est le cri de ralliement des enfants perdus. Ok. Et pour moi, c'est un peu un mantra de se dire, c'est le cri pour ne pas oublier l'enfant qui est à l'intérieur. Ouais. Et c'est vrai que dans Hook, c'est qu'il a oublié qu'il était Peter Pan. Il a tué l'enfant un petit peu. Et je trouve que c'est important de le garder parce qu'il est toujours à l'intérieur, cet enfant. Ouais. Et surtout avec les métiers qu'on fait. On joue, on s'amuse et on l'a gardé un peu intact et des fois on oublie, on se prend un peu au sérieux, Bangarang et on se recentre. Ah, c'est sûr. Du coup, si je ferme les yeux, ça peut devenir une orange et je peux croquer dedans. Bien sûr. C'est comme dans Hook. Ah ouais, bien sûr. Bon, j'ai pas fait encore, je vais pas le faire tout de suite. Ah mais tout. En fait, c'est le pouvoir de l'imaginaire. On peut tout faire. Je te propose de voyager dans le temps parce qu'ici on est un peu dans une DeLorean géante. Ok. Et j'ai la possibilité de te ramener où tu veux. On va démarrer dans les années 80 vu qu'on va explorer un peu les couloirs du passé de Fabien Olicard. Et ça démarre en 82 comme tu l'as dit tout à l'heure. On va dans les années 80 ? Ouais. Allez, let's go. Je te suis. Ok Fabien, on est dans les années 80, ça y est. S'il y avait un pont où tu pouvais, comme ici, je vais pas te le donner malheureusement parce que c'est mon bouton, mais si t'en avais un et t'avais un pont vers une époque, celle que tu veux. Moi je suis curieux, je vais aller voir dans le futur. C'est le futur qui te parle plus ? Ouais. Mais alors quel futur ? C'est vrai que ça peut être le futur dans 15 ans, le futur dans 100 ans, 1000 ans. Tu vois, mais ça n'a rien à voir. Si tu vas trop loin et qu'il n'y a plus rien. Ah, mais oui. Et tu dis, putain, j'ai fait un pont vers le vide. Tu flottes juste un peu comme ça. Tu dis, ok. Non, mais tu vois, je pense, genre. Ouais, mais est-ce que tu serais joueur ? Tu te dis, vas-y, je l'attends, t'as 500 ans, tu vois. Parce que ça se trouve, il y a des trucs de malade. C'est pas bête. Parce que moi, j'allais dire 1 ou 2 siècles déjà, c'est pas mal. Tu changes une civilisation entière, tu vois. Là, si t'as un papier, tu dois taper et c'est ton époque. Tu tentes un truc où tu dis, vas-y, je safe. 150 ans, je sais qu'on est toujours là. Ouais, je me mets quand même sur l'un des toits du monde, parce que je me méfie de la montée des eaux, tu vois. Donc j'ai malin. Mon bouton sur un des toits du monde et allez, vas-y, on est en... Moi, je vais en 2005. 2050 ? Ouais. Non, 2500. 2500 ? Ouais, je me tente un plus 500 ans quasiment. Ouais, pas mal, hein. Ça, je pense je pense que c'est assez loin pour que le monde soit vraiment... Parce que là, tu te dis, on est en 2000. Qu'est-ce que tu peux donc, en fait, qu'est-ce que tu penses qu'il peut y avoir comme truc qui te choque ? Comme un mec, alors attends, si je reviens 500 ans avant là, un mec de 1500, il pète un câble sur aujourd'hui. C'est clair. Il voit une voiture, un avion, il pète un câble. On est avant la révolution industrielle. Mais il voit des trucs qui sont pour lui magiques, je pense. Moi, si ça se trouve, en 2500, je récupère la civilisation d'il y a 500 ans. Si ça se trouve, on a banni la technologie. On est retombé. Est-ce que tu penses qu'il y a forcément un prime et... Parce que t'as des théoriciens qui disent ensuite sur l'effondrement, ouais. Et puis même sur le fait de dire, ça se trouve, on a été évolué méga. Tu sais, il y a beaucoup ça sur les Égyptiens et compagnie, qu'on a déjà eu ça en fait. Ouais, en tout cas, c'est sexy, c'est sexy de se dire ça, tu vois. Mais
Dans ces théories-là, souvent, tu vois, c'est un peu comme dans le film de Colin Serrault, La Belle Verte, où en fait, tu te rends compte que les personnes évoluées sont reconnectées à la nature, elles sont devenues sages, etc. Ouais. Moi, je crois pas que la psychologie humaine, elle est faite pour être sage. Je pense que si on se reconnecte à la nature, c'est parce qu'on aurait tout détruit. Et genre, on a pris une règle on bannit le côté technologique parce qu'on fait n'importe quoi avec, et que du coup, on est plus fusionnel avec le côté nature, mais qu'on continue à se foutre sur la gueule, à faire la guerre, à se voler les ressources, tu vois. On n'est pas fait pour être sage, on est un peu parasitaire quand même. Il y a un manga que je te conseille qui s'appelle Dr Stone, qui est incroyable, qui est en fait où c'est l'humanité entière qui est frisée en pierre, animaux, tout le monde, et il se passe 3000 ans. Donc en fait, la nature a repris ses droits. Ok, il y a juste un arrêt sur image de l'humanité. Tout le monde est arrêté pendant 3000 ans comme ça. Et donc la nature a repris ses droits du fait que 3000 ans c'est assez long pour qu'il n'y ait plus aucune trace de ce qu'il y avait. Vraiment, la nature est revenue comme un reboot, tu vois. Et les hommes commencent à se défiger progressivement. Et les premiers hommes donc ils ont avec leurs souvenirs, vraiment. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour eux, c'était une pause, quoi. Et ils sont face au choix de, ok, on reconstruit tout. On est en reboot. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on refait pas, etc. Et c'est hyper intéressant. Parce qu'après, tu vois, t'as les premières gens qui disent, mais non, mais faut tout refaire comme avant. T'as les gens qui disent, non, les gars, justement. On en profite, on refait pas Internet, on refait pas tout ça, on refait pas la pollution, on refait pas les voitures. Et t'as des vrais, idéaux qui se, tu vois. C'est hyper intéressant. Est-ce que vraiment on serait capable de ça ? Parce que je crois qu'on Est-ce que tu penses qu'on est condamné à reproduire ? Moi, je me souviens de la période Covid, où on entendait énormément les gens parler du monde d'après. On disait, non, mais après le Covid, non, en fait. on fera différemment pour le travail, on mettra l'humain au centre, bien sûr. Passions, Et on en parlait déjà avec ma compagne au bureau de... C'est faux. On sait que dès que les choses vont reprendre, les mauvaises habitudes, malheureusement, vont reprendre. C'est un peu comme quand t'es malade. Tu sais, tu dis, mais quand j'irai mieux, là, je vais aller au sport, je vais aller faire ça, tous les trucs. Parce que là, je vois de quoi je me prive de mes possibles. Mais quand t'as les possibles, c'est un biais du cerveau qu'on appelle la vérité par défaut. Tu remets pas en question ton environnement. Il te paraît tellement naturel que t'as pas d'esprit critique dessus pour te dire, j'ai de la chance, tu vois. T'as pas le recul. Où je pourrais faire. Donc, je pense qu'on est un peu condamné à reproduire, en vrai. On est dans les années 80, là. Comment ça se passe pour toi, les années 80, l'enfance, etc. Les années 80, donc on va dire t'es dans ton petit village. À 8 ans, quoi, tu vois. Je suis dans mon petit village. Je suis le dernier d'une fratrie de 3. J'ai 8 ans et 7 ans d'écart avec mon frère et ma sœur. Donc, je suis vraiment le petit dernier. Ah oui, t'es le petit dernier, le petit protégé, quoi. Et puis, en plus, j'arrive dans un binôme du même âge, tu vois. Parce qu'ils sont vachement proches, C'est ça, Du coup, moi, T'es l'accident, un peu. Un peu, et je dois m'adapter à tout ça. Mais c'est cool aussi parce que t'as des... ça tire vers le haut sur des points, tu vois. Et puis t'es pas tu sais, souvent quand on est proche, il y a vachement de comparaison, de jalousie et tout. Là, non. Toi, t'es déjà trop... c'est ça. Mais c'est rigolo parce que au niveau culture, par exemple, j'écoute pas les musiques que je devrais écouter à mon âge. T'écoutes des trucs beaucoup plus grands que toi. Je regarde pas ce que je devrais regarder. Quand t'es enfant, ils sont déjà ados, en fait. Ouais. Je vais avec eux à la bibliothèque, par exemple. Donc ça t'ouvre à des trucs un peu plus... Je passe beaucoup de temps à la bibliothèque parce que eux y vont. Mais moi, je sais pas lire encore quand j'y vais au tout début. Et je choisis des livres et je fais semblant de les lire. Je pense que ma mère doit retourner le livre pour le mettre dans le bon sens de temps en temps, tu vois. C'est fou, ça. Mais ça t'éveille quand même vachement. Je pense... moi, à l'adolescence, j'ai réécouté des trucs que j'écoutais étant petit. Et tu dis c'était pas du tout adapté, Mais il me faisait écouter du Elmer Footbeat, mais enfin. J'ai vu cette rap, moi je l'ai pas du tout. Tu connais pas Elmer Footbeat ? C'est un peu alternatif, c'est un peu rock, mais les paroles sont pas paillardes, mais c'est porté sexe, c'est beaucoup porté sexe d'ailleurs. C'est très fleuri, quoi. Ouais. Mais toi, tu comprenais pas forcément, t'aimais juste... Non, moi j'étais à moi, ce que j'aime chez Daniela, tu sais, je chantais comme ça dans ma chambre, et puis la suite de la chanson, c'est que l'on peut s'y mettre à 3, quoi, tu vois. Ah ouais. Mais toi, t'avais pas capté. Mais non, et puis je partageais la chambre de mon frère en plus, tu vois, on a une petite maison et tout, je viens d'une famille modeste, donc c'était une chambre pour 2, quoi, et comme on était 2 garçons et une fille, c'est les 2 garçons qui partagent la chambre, donc moi j'écoute les chansons que mon frère écoute, tu vois. C'est normal, il a 8 ans de plus, j'ai rien à dire, quand il met la musique, c'est lui qui décide. Bien sûr. Donc c'était très drôle après de me dire, putain, je redonnais ça, mais pas adapté, Ouais, mais t'as souvent ce débat-là sur ce qu'on consommait quand on était petit, où t'avais un peu moins de contrôle, quoique maintenant avec Internet, je pense que c'est pareil, voire pire, mais est-ce que vraiment, pour autant, tu penses que ça a une influence de, quand on disait, tel truc c'est trop violent, ou les paroles de telle chanson c'est trop ceci, ou c'est trop... Est-ce que tu penses que vraiment ça a un impact négatif, ou justement on prend à l'échelle de l'âge qu'on a,
et t'as ton interprétation à toi. Moi, je crois qu'il faut pas du tout sous-estimer l'imperméabilité de certaines choses chez les enfants et notre capacité à juste effleurer et découvrir, tu vois. Je suis beaucoup moins dans le contrôle que ce qui est préconisé. D'accord. Tu vois, moi, j'ai apprécié en fait entendre des blagues que je comprenais pas et qu'on me disait tu comprendras comme tu seras plus grand. Ça m'énervait de fou. Tu vois, donc je me faisais des scénars pour essayer de comprendre. Je la comprenais pas. Point. C'était pas adapté à mon âge. Tu vois, je regardais des films qui étaient pas tout à fait de mon âge. Rien d'incroyable, tu vois, mais c'était bien parce que en fait tu chopes certaines parties. Même on est allé voir des spectacles où j'étais trop petit, tu vois, parce qu'aujourd'hui on me demande pour mon show c'est à partir de quel âge. Moi je suis là, mais j'en sais rien, emmène ton gamin, il y a rien qui va le traumatiser en tout cas, bien tu sûr, vois. bien sûr. Et évidemment qu'il aura pas la même lecture du show que les autres, tu vois, il va rigoler de certains trucs, il aura des souvenirs et en fait on éduque un peu, tu vois, le cerveau, la découverte, l'éveil avec tout ça, donc ouais, je crois que c'était pas grave. Et puis, est-ce que vraiment on contrôle quoi que ce soit aujourd'hui ? Je suis pas sûr non plus. Non plus, bien sûr, bien sûr. Donc toi, très jeune, t'as été assez très vite cérébral et sur le mindset de faut que je comprenne les choses, faut que. Mais j'ai toujours été très curieux, donc en fait, j'aime bien savoir comment fonctionnent les choses, tu vois. Donc sans le savoir, t'étais déjà un peu en train de construire tout ce sur quoi t'es arrivé après derrière, le mentalisme, etc. Non, mais moi, ça a été une curiosité dès le départ. Et puis en même temps, tu sais, c'est un travail assez personnel d'essayer de comprendre quelque chose, même de faire un casse-tête, tu vois, un Rubik's Cube ou quoi, et assez solitaire. Ce qui marchait bien, puisque du coup, j'étais plutôt un gamin sage, tu vois, en tout cas, qui faisait pas de bruit dans mon coin, puisque j'étais trop déconnecté de mon frère et ma sœur pour passer du temps avec eux. Mes parents étaient occupés, mon père travaillait comme un fou, etc. Donc, en fait, au moins comprendre quelque chose, c'est une activité que tu peux faire tout seul. Bien sûr. Donc se dire que t'étais pas comme un enfant unique, mais dans ton âge, dans ta mais je pense que c'est un peu le cas. J'étais un enfant unique au milieu d'une fratrie quand même, tu vois. C'est ça. Ok. Je te propose de faire une interview mytho, comme toi t'es fort là-dedans. On avait déjà joué à ça. Et c'est vrai que tu nous as débusqué très vite parce qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on... Est-ce que j'étais fort ou est-ce que vous étiez très nul ? Je pense qu'il y a un peu des deux. On va pas se dire... Mais parce que les gens mentent mal. Oui. Et est-ce que justement, comme toi, t'arrives les comportements, tu t'arrives à les détecter. Est-ce que ça fait toi un bon mytho ? Non. Mais parce que je gère mal mon stress. En fait, on détecte pas le mensonge, on détecte les variations de stress. Les signes, en fait. Et moi, tu captes les oscillations. Voilà. Moi, je te vois toujours, tu sais, moi, dans ma tête, dans tes yeux, tu vois les trucs. Un scan. Matrix. Non, tu sais, dans Matrix. Oui, les petits chiffres. Ouais, tu sais, quand t'es éveillé, tu sais, quand il s'éveille, Néo, il voit d'un coup. Putain, le monde est comme ça. Il est pas trop jouissif, ce moment-là, à la fin du 1, là, où tu... Où ça y est, il voit. En fait, il est éveillé. Ouais. Tu sais, je suis pas sûr que... C'est dans nos yeux depuis le début. Mais sauf que nous, en fait, on voit ce qu'on nous montre, tu vois. Je suis pas sûr que je voulais voir le Matrix 2. Je crois que j'ai bien aimé la transition entre le 1 et le 2, de m'imaginer tout ce qu'il devait faire maintenant qu'il voyait, tu vois. Après, moi, le 1, 2, 3, je les trouve cool, même si le 1, pour moi, est quand même au-dessus du 2 et du 3. Et mais c'est le 4 qui a été une catastrophe pour moi. Tu sais, j'ai regardé, je me suis endormi et je me suis pas refait. Pour moi, elle a trollé sa propre trilogie. Ouais, le côté un peu méta, ça a pas marché. Et puis surtout, je pense que ça fait 20 ans que les studios lui prennent la tête et qu'elle a un peu trollé limite. Ouais, c'est ça, Attends, elle a carrément à l'intérieur du film les réunions de Warner qui disent qu'elle devrait mettre dedans. Elle se fout de la propre gueule du studio. Elle aura un peu chié dessus. Alors, vous en voulez un ? Allez, voilà. Et je vais vous faire un truc où on est dans notre monde à nous, dans lequel il y a Matrix, machin. C'est méta, mais pour moi, c'est... Métatroll. Ça m'a fait un peu mal au cœur. Donc, l'interview mytho, on va voir si tu mens bien. Donc là, je dois mentir ? Ouais. Okay. Toutes les réponses doivent être fausses. Avec plaisir. De voir si... Bien sûr. Et on dit je te connais pas, et tu dois vraiment me convaincre que tout est vrai. Tu racontes ce que tu veux. Non, mais c'est vrai ce que je veux dire. Ok, Fabien, t'as grandi où ? Moi, j'ai grandi du côté de New York. D'accord. Donc, juste avant t'as pas d'accent du tout, c'est ouf. Non, mais alors parce que c'était une volonté de ma mère de vraiment parler un bon français parce qu'elle savait qu'on reviendrait et elle voulait pas que j'ai un décalage. Donc même la culture à la maison était française. D'accord, donc une petite cellule française à New York. Les plats, tout ce qu'on se cuisinait, etc. D'accord. Petite, ton idole, c'était qui ? C'était Michael Jackson. D'accord. Mais vraiment, j'étais un fan absolu. Je reprenais toutes les chorés. Ah ouais, ça dansait dans le salon. Ouais, je voulais même que ma mère me rebaptise. En vrai, si tu voulais, t'aurais pu avoir une carrière de quoi ? De danseur. Ouais, c'était ça vraiment ton talent numéro 1. À partir du moment où tu t'entraînes tôt,
tu développes une compétence, même si t'as pas un talent initial. En fait, le talent, c'est quoi? C'est de la passion et du travail, finalement. Mais toi, t'avais quand même des appétences à la base de vraiment, ton corps, il suivait, quoi. Tu dansais, tu faisais un peu ce que tu voulais. C'était pas tant ça, c'était plus, je captais la lumière un peu différemment des autres. Tu vois, tu te démarquais, quoi. Ouais, j'étais pas le meilleur danseur, mais j'étais le plus captivant, je crois, finalement. En tout cas, c'est le retour qu'on me faisait. Ça fait un peu prétentieux, mais c'est une réalité. Tu sais, parce que ta plus grande qualité, c'est quoi? C'est la quantité de spaghettis que je peux avaler. Ah ouais? Non, mais on rigole, mais ça reste. Tu sais qu'il y a un nom à ça, les gens qui arrivent à manger énormément. Ouais. Et toi, t'es de ces gens-là. Ouais, C'est quoi à peu près le record Je peux en manger 434 d'affilée sans respirer. C'est-à-dire. Je sais pas si ça représente C'est à peu près ça, tu vois. Pas cuit, hein, évidemment. Là, tu les manges? Si, non, cuit, mais là, je te fais la représentation. Ouais, pas donc cuit, un truc pour 3-4 personnes, quoi. 4, ouais. Et du coup, je les enfile comme ça en aspiration. Alors, ça te donne du sucre lent, ce qui te permet de tenir après en termes d'énergie. Ouais. Ok. Si t'as réussi, c'est surtout parce que j'ai payé au départ, j'avoue. Ah ouais? T'as financé ton succès au départ, quoi. Alors, j'ai surtout financé les spectateurs, qui étaient en fait des comédiens qui venaient. C'était des figurants, quoi. Exactement. Ça me permettait en fait de faire venir des gens de la presse, que je payais aussi quand même pour qu'ils viennent. Parce que quoi, t'avais beaucoup dosé avec la danse, ça te permettait derrière de... Non, c'est quand on a vendu l'appartement de New York, ça a fait un sacré pécule. Et ma mère a divisé entre les 3 enfants, en fait. Et t'as éclaté tout ton truc pour lance notre vie professionnelle. Ouais. Incroyable. Ok. Pour être un bon mentaliste, la qualité numéro 1, c'est quoi? Être honnête. Tu vois, c'est exactement ce que je fais depuis le début de cette interview. C'est-à-dire, tu mens jamais, tu réponds du tac au tac la vérité. Ok. Et on exclut ton prochain projet, c'est quoi? Alors, ça va te plaire, c'est un podcast, mais qui s'attache plutôt à l'aspect geek des personnes, surtout, pour visiter un peu leur passé. Et en fait, un peu les ramener en enfance. Donc, c'est tout un projet où on ferait semblant de pouvoir voyager dans le temps, etc. Et c'est toi qui as eu l'idée? J'ai eu l'idée, alors je l'ai déposée, tu vois, parce qu'il y a toujours des petits malins après quand tu leur parles qui reprennent le truc. Mais écoute, tu pourrais être invité, ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Ça me ferait plaisir de découvrir ce truc. Je sais pas si ça marchera bien, mais... Si, je pense, ce sera dans une pièce où il y aura tout, en fait, toute une décoration. Ce sera un jeu rétro Space Invaders, tu vois. Au début, j'avais pensé à Pac-Man. Je me suis dit, c'est un peu surfait. Et bon, bref, je te raconterai tout ça en détail, mais ça va se lancer très bientôt. T'es un bon mytho. T'aurais pu être un bon vendeur. Là. Je peux vendre surtout de la merde, je crois. Bah oui, c'est ça. Très très fort pour vendre. Tu sais, quand t'étais vendeur à l'époque, tu faisais ça s'appelait force de vente. Ouais. Ah putain, ce truc-là, mais c'est. Mais avec le nom, le mec faisait force de vente. La règle, le nom, force de vente, c'est-à-dire vraiment, c'est un fort. On va bien manipuler. On te forme à être un forceur, à mettre le pied dans la porte. Putain. Vous avez besoin de ça. Alors qu'en plus, je trouve que la vente, c'est la manipulation la plus éthique qui soit, parce que tu connais tout de suite l'intention de la personne en face de toi. Bien sûr. C'est de vendre. Donc, il y a pas de souci. Il y a pas besoin d'être un forceur comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'avais un peu ce truc, justement, le force de vente, mais il me choquait ce nom. C'est les Jean-Claude Convenant de l'époque. Exactement. Tu vois? Exactement. Le mec, il pue, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Super. Est-ce que ça dit d'aller dans les années 90? Est-ce que j'ai le choix? T'as pas du tout le choix. Allez, allons-y. On peut pas sauter. En fait, alors, je sais pas si t'as déjà voyagé dans le temps, mais on est obligé de remonter. Si on saute une décennie. Ah ouais, tu remontes. En accéléré, mais tu remontes. On peut faire une faille spatio-temporelle et on va se désagréger. Moi, je suis pas pour les paradoxes, donc. Pas de paradoxe? Non. Allez, on part dans les années 90. On est dans les années 90. J'ai reconnu l'odeur. Ouais. C'est une odeur particulière des années 90. C'est une odeur de quoi? Un peu de friture, hein, parce que. Une odeur de jouet en plastique pour moi. Ah ouais, de jouet en plastique, ouais, pas mal, ok. Moi, plutôt de papier. Ah ouais? Ah ouais, parce que c'est dans les années 90 que je commence à découvrir les jeux dont vous êtes le héros, les livres, etc. Qui vont m'emmener vers les jeux de rôle. Ça des escape books. Ouais. Et en fait, c'est la même chose, hein. Oui, bien sûr. Mais c'est comme le mot escape game, c'est cool. Bah, ils ont appelé ça les escape books. Et je veux le jouer. On a fait un truc avec un éditeur. Il me disait, ouais, vous voulez faire un escape book? C'est révolutionnaire et tout. Je dis, mais c'est un jeu dont vous êtes le héros. Ça s'appelle la fin des années 70. C'est pas du tout créé, 80, les gars. Ouais. C'était génial, ça. Mais tu sais que là, j'ai eu mon anniversaire il y a quelques temps. Et j'ai demandé pour mon anniversaire, tu sais, qu'est-ce que tu veux? J'ai vu qu'ils ont réédité toute la série La Quête du Graal dans les livres dont vous êtes le héros d'origine, donc 1984, je crois. Et donc, on m'a offert toute la saga et je m'en fais un par semaine. C'est trop cool. Vraiment, je triche pas, tu vois, je le fais bien et tout. Et je trouve que ça a super bien vieilli. Vraiment, ce serait édité aujourd'hui, on dirait, putain, là, c'est des génies. Ouais. Ils ont su faire le truc. C'est-à-dire que les escape books qui sont faits aujourd'hui un peu à la chaîne, ça manque d'un truc.
la passion et le génie créatif des gars de l'époque. Parce que on est d'accord que c'est une tannée. Ah, mais c'était des vrais architectes, les gars. Tu vois, parce qu'il fallait créer un truc où tu vas en page machin. Et puis ça doit pas rapporter un rond, tu vois, parce que le volume de vente au départ, je sais pas ce que ça représentait à l'époque, parce que pour moi, c'était vraiment un truc qui cartonnait, mais je sais pas. Ouais, mais au moment où tu les écris, tu vois, tu te dis pas, c'est le truc qui va machin. Donc, t'avais tu sais, il y a un autre truc que j'adore, qui est un peu un des petits-fils de ça, c'est la série Sherlock Holmes, détective privé. Ouais. Donc, c'est des gros blocs comme ça d'enquête à résoudre, tes Sherlock et tout. C'est génialissime. Ça fait pas le carton des livres dont vous êtes le héros. Ça demande un travail de l'auteur titanesque. Ouais. T'es sûr qu'il l'a écrit par passion, parce qu'il va pas gagner sa vie avec. C'est quand tu dis que les gars, en fait, ils vont juste peut-être rentrer dans leurs frais. Tu te dis, en fait, c'est juste la passion du gars, c'est le kiff. Ouais. Et c'est l'anti, on produit pragmatiquement juste pour faire de l'argent. Et tu te dis, non, le gars, il met sa live dedans, il compte pas ses heures, il s'en fout, il veut juste kiffer son œuvre. On parlait de l'attention tout à l'heure. Voilà, ça, c'est des trucs qui, blague à part, qui te boostait tout ton circuit cognitif. Tu vois, l'attention, la mémorisation, l'imagination. C'était génial. T'avais tout, quoi, dedans. C'était génial. Et c'est vrai que quand tu disais ça, tu faisais rien d'autre. T'étais 100%. Ouais. Mais comme à l'époque moi, c'était beaucoup aussi les jeux de société. Ouais. Où t'étais dedans, quoi. Bam, tu fais que ça. Et t'es pas dispersé sur plein de trucs, quoi. On vit une belle génération, là, de jeux de société, là, maintenant. Ouais. En ce moment-là. Ouais. Il y a eu un reboost, après le Covid aussi, parce que t'as beaucoup de gens qui s'en sont remis. Et puis, il y a beaucoup plus d'éditeurs, il y a des moyens de production plus cool. Et là, moi, je m'enchaîne des jeux. Des jeux de plateau, des jeux de plateau, des jeux solo, peu de jeux d'ambiance, c'est un peu moins ma cam, tu vois. Mais là, je suis en train de faire un jeu qui s'appelle Ella, qui est édité chez Yellow. J'ai l'impression de faire un jeu vidéo. Je sauvegarde mes parties, au sens littéral du terme. Je dis à ma chérie, attends, je sauvegarde et j'arrive, quoi, tu vois. C'est trop cool. C'est incroyable. Là, je récupère des trucs comme ça. Mais les années 90, pour moi, c'est beaucoup l'imaginaire parce que les livres dont vous êtes le héros vont m'emmener vers les jeux de rôle. Ouais. Et là, je vais te taquer là-dessus. D'accord. Donc, c'est les jeux de rôle, un gros truc important des 90. Donc, toi, en termes de culture, c'est beaucoup les jeux, ces genres de choses-là qui t'éveillent. Ouais. C'est pour ça, peut-être que derrière, maintenant, aujourd'hui, t'as beaucoup cette volonté aussi de faire ces... c'est ça. En fait, moi, qu'est-ce qui a occupé tout mon temps? La lecture et les jeux. Ouais. Mais vraiment, 90% de mon temps libre, c'était dédié à ça. Lire, donc soit lire de la fiction, soit lire pour apprendre des choses, tu vois, ou pour apprendre des parties de ce que je lisais, soit jouer. Et les jeux de rôle, c'était quand même vraiment incroyable parce que ça te crée des souvenirs de choses que t'as pas vraiment vécues. Tu vois, le cerveau, il confond l'imaginaire et ce que t'as vécu, c'est la même mémoire, c'est la mémoire épisodique. Et moi, je peux te raconter des pans entiers de choses qu'on a fait avec des amis, mais la version que j'ai dans ma tête, c'est-à-dire les images du jeu de rôle qui sont propres à moi, parce que ça va pas être les mêmes images que mon pote, tu vois. Bien sûr. Mais c'est fou, et on a abandonné d'ailleurs au bout de 5-6 ans de la même équipe sur Donjons et Dragons. Nos personnages étaient tellement forts, ça n'avait plus de sens. On a fait une dernière aventure, on a fini dans un truc de retraite. Plus du tout, parce que t'en as beaucoup qui... si, je continue, mais sur d'autres univers, plus avec les personnages de l'époque. On a tenu nos personnages 6 ans, quand même. Tu vois. Parce que c'est un vrai truc qui est chronophage, quand même, mais où c'est très important, quoi. De préparer tes persos, les peindre, machin et tout, t'as un vrai truc... Là, j'étais sur l'appel de Cthulhu pendant un certain temps, là, avec une équipe. Qui est très cool aussi parce qu'il est très très réaliste, ce jeu de rôle. Mais je jouais même à des jeux, à Toon. Toon, c'est un jeu, il faut vraiment bien connaître l'univers pour connaître ça. C'est l'univers de Looney Tunes, tu vois, c'est Bugs Bunny, c'est Daffy Duck, etc. Je savais pas qu'il y avait ça en et la partie, la mise en place, elle est hyper rapide. Les règles, elles sont très simples à comprendre. Tu peux embarquer des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de faire du jeu de rôle. C'est très, très fun. T'as un objectif général pour le groupe dans le scénar. T'as un petit objectif individuel. D'accord. Le tien, ça peut être juste que les autres ratent leur objectif individuel. Tu vois. Et après, tout se décide au dé, comme souvent pour le hasard, mais avec des règles de dessin animé. Par exemple, si je cours depuis une falaise, que je suis dans le vide, je jette les dés. Si je me rends pas compte que je suis dans le vide, je peux continuer de courir. Ça me paraît logique. Tu vois, si je suis au milieu du désert et que je fais hep taxi, si j'ai de la chance au dé, il y a bien un taxi qui arrive. Bien sûr, tout même est si je suis sur la Lune d'ailleurs, tu vois, voilà. Et putain, ça c'était incroyable. Nous, en général, on se faisait des grosses parties bien fat de Donjons et Dragons, tu vois, 4, 5, 6 heures, 7 heures. On picolait un peu, on était ados et tout ça, machin. Et donc, à la fin, on dit, allez, on se fait un petit toon. Et là, l'imaginaire, il n'a pas de limite. L'imaginaire, il n'a pas de limite. Mais moi, c'est ça que j'adorais, justement, dans les Tex Avery, tout ça, c'était que tout est possible. Et ton cerveau, il se déloque en mode,
Ok. Et en fait, tu peux avoir. S'il prend un crayon et qui dessine un. Voilà, c'est cohérent en fait. Bah en fait, il peut rentrer dedans. C'est ça. C'est juste, tout est toujours cohérent. C'est juste que c'est les règles de la physique qui sont trompées, et puis surtout, mais il y a une vraie cohérence dans le truc. On est dans un dessin animé, pourquoi on se mettrait des limites de notre monde réel qui est chiant? C'est génial. Ouvrons, quoi. Et moi, je trouvais ça trop cool. C'est que tout est possible, quoi. Après, il y a eu un bail fin des années 90. Je sais plus où est-ce que c'était dans le monde, mais il y a un gamin qui a tué l'un de ses professeurs d'un coup de couteau en criant Sus à Zoltar, un truc comme ça, un truc dans le genre. Et en fait, l'enquête avait révélé qu'il avait eu un trouble psychologique et que la phrase qu'il a dit faisait référence à un jeu de rôle qu'il faisait. D'accord. Et là, il y a une espèce, tu sais, les JT adorent. Il n'y a pas encore BFM, mais t'adores qu'il y a un sujet, quoi. Il n'y a pas d'avion qui s'est écrasé. Oh, il y a un jeu de rôle. On va parler des jeux de rôle en disant que c'est le mal incarné. Même mes parents, ma mère avait commencé à s'inquiéter, tu vois. Il y a toujours eu un peu ce truc-là, je trouve, des adultes. Alors, je sais pas si nous on aura ça, mais des adultes sur l'incompréhension et toujours de voir comme un danger. Alors, t'as eu ça avec les jeux vidéo. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Il y a un an, il dit c'est la photo jeu vidéo si la société est violente. Alors que t'as quand même toutes les études sur les jeux vidéo prouve qu'il y a plutôt une tendance positive à un enfant à faire des jeux vidéo. De balancer des trucs comme ça, c'est incroyablement déresponsabilisant pour l'ensemble de ce qui rend la société vraiment violente. Et puis attends, ça joue sur le biais de confirmation pour tout le monde, ça fait plaisir à entendre, mais t'attends quand même d'un chef de l'État qui se range du côté du consensus scientifique et donc de lire 2-3 études sur le sujet. C'est des phrases un peu what the fuck qu'on avait dans les années 90, mais qui aujourd'hui ont été largement déconstruites, et je trouve ça fou de remettre un peu ça, tu vois, de redépoussiérer. Si, ça marche. C'est les mangas, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les machins. Je veux dire, mais non, en fait, non, tu vois, pas du tout. Ça nous a pas du tout rendu violents ni rien. Et c'est vrai que t'avais un peu ce truc, à chaque fois qu'il y avait un nouveau truc qui apparaissait, la première réaction des adultes, c'était un peu, ça va les rendre violents, faut arrêter, faut ceci. Je me rappelle, il y a vu ça avec les mangas à l'époque, où c'était Ségolène Royal qui était parti en guerre comme ça, en disant, ça va les rendre violents, machin. Mais pas du tout. Mais souviens-toi, quand on était gamin, tous les discours qu'il y avait sur les dessins animés japonais, ils appelaient ça comme ça à l'époque, les animés japonais du Club Dorothée. Et t'avais Ken, mais ça nous a pas les Chevaliers du Zodiac. Et c'était pas plus violent que les films, que non, en plus, t'avais souvent plein de valeurs dans ces animés-là. Quand tu vois même aujourd'hui, les shonen et tout, c'est plein de valeurs super cool sur la fraternité, sur l'amitié, sur l'amour, sur la loyauté, sur machin. Et puis on apprend des trucs. On apprend par exemple que les méchants ont toujours la même voix. Ça c'était. Je vais t'avoir, Nicky Larson. J'ai doublé un film il y a quelques années, un dessin animé, et le studio dans lequel on faisait, c'est eux qui doublaient justement la plupart des animés des années 90, et ils disaient nous ça nous est arrivé comme ça par l'eau. On était une équipe de 3-4 et on se rendait compte que dans les animés il y avait 15 personnages, et à la fin ils étaient là mais je sais plus quoi faire comme voix. Et c'est vrai que dans Nicky Larson, Ken et tout, à la fin les méchants ils ont tous la même voix, et t'as l'autre il dit moi j'ai pas, et là, c'était trop marrant. Et même au niveau des traductions, des fois, ils étaient en freestyle. Et des fois, tu sais, comme les genres sont un peu difficiles, ce qui était marrant, c'est que pendant 10 épisodes, c'était il, et puis d'un coup, et c'est un détail qui faisait qu'on comprenait, et ils switchaient, et ça va bien. Des fois, ils avaient même pas bien compris l'histoire et tout. Et tu te rends compte, sur les VF, c'était freestyle, quoi. Oui, t'avais beaucoup d'animés où les personnages, regarde Shen, par exemple, dans les Chevaliers du Zodiac, tu comprends pas tellement son genre, et puis, toi, quand t'es gamin, ça prouve bien qu'on s'en fout. On s'en fout total. Parce qu'en fait, on était attaché à la personne, juste, tu vois, et t'as eu un grand débat quand il y a eu la suite sur Netflix de faut statuer maintenant, ou maintenant on se prend au sérieux, tu vois, alors que ça restait de l'animation pour les gamins, et il fallait statuer, donc ils ont statué que c'était une fille, maintenant, et machin. Donc donc t'as eu tout un truc, mais qui aujourd'hui, alors qu'en fait ça n'a jamais été un débat pour nous, on s'en foutait. Oui, et puis on savait que c'était faux, puisque personne n'a les cheveux verts sans avoir des racines. C'est vrai, ils allaient même pas chez les coiffeurs. Ils avaient les cheveux toutes les couleurs, mais le plus important aujourd'hui, c'est il faut qu'on ait un pronom qui est adapté. Je te propose de jouer un jeu, c'est T'as vu ou tu bluffes. Ok. Donc c'est je te dis un film, et tu dois me le pitcher si tu l'as vu pour de vrai. Ou alors bluffer total. Si je l'ai pas vu, je le bluffe. Dans tous les cas, moi je dois deviner. Je dois essayer de deviner si tu l'as vraiment vu ou si tu me bluffes. Ok. Alors, la merveilleuse histoire d'Henry Sugar de Wes Anderson. Bien sûr, en fait, c'est l'histoire d'un mec qui raconte l'histoire d'un mec qui a lu l'histoire d'un mec dans un livre. D'accord.
Un mec qui raconte l'histoire d'un mec. Est-ce que tu me le pitches mal pour que je me dise que tu l'as pas vu? Est-ce que t'es dans ce degré-là? Est-ce que je t'ai fait un millefeuille de bluff? Ah oui, mais je connais Fabien Olicard, il est très malin. Je pense que tu as vu. Je l'ai adoré. Tu as adoré? Mais d'ailleurs, ça fait partie d'un blog, je crois, de 4 courts-métrages de Wes Anderson. Moi, je trouve ça trop cool déjà que Wes Anderson fasse des courts. Mais oui, et qui reprennent en plus cet auteur-là, c'est fou. Déjà que j'adore Wes Anderson et je trouve là, ça trop cool. Pour le coup, Henry Sugar, c'est un moyen-métrage. Il fait 40 Moi, je l'ai minutes. pas vu par contre celui-là. Il fait 40 minutes, les autres font 17 minutes. C'est un moyen, ouais. Mais celui-ci, je vais même te dire l'anecdote. Je vois que c'est sorti sur Netflix, j'étais pas au courant. Je suis là, l'auteur du livre, j'adore. Wes Anderson, j'adore. Et je dis à ma chérie, je regarde juste 3-4 minutes pour me mettre dedans. Donc, va te coucher, j'arrive vraiment dans 3 minutes. Donc, elle m'a vu 45 minutes plus tard. Et elle m'a dit, t'es rentré dans la chambre, t'étais drogué, défoncé en mode... Oh, il vient de se passer un truc. Ah, j'ai pris une claque. Il est incroyable. Bon, faut que je le regarde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors c'est peut-être parce qu'on a vieilli, mais on prend de moins en moins de claques, j'ai l'impression, sur des fictions. Ouais. Comme quand t'étais petit où t'as vraiment des trucs qui t'ont marqué. Et maintenant, peut-être parce qu'on surconsomme ou on n'a pas la même attention, parce qu'on parlait d'attention. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le fait de consommer à la maison, tu regardes pas forcément. Déjà, le style de Wes Anderson fait que ton attention, de toute manière, t'as pas le temps de respirer. Donc, il y a ça, il y a pas de problème. Puis, visuellement, il se passe tellement de trucs. Visuellement, il y a sa patte à lui. Mais ouais, regardez-le, vous allez kiffer, quoi. Ok. The Truman Show. The Truman Show, c'est l'histoire d'un mec qui sait pas qu'il vit dans une télé-réalité dont il est le seul personnage. Ouais. Ça passe comme ça. Ouais. Moi, je pense que tu bluffes pas parce que tout le monde l'a vu. Tu sais quoi, j'étais en train de me le refaire hier soir. Ah ouais. En fait, ça tombe bien. J'ai tellement précurseur ce truc. Je me suis baladé dans Paris dimanche dernier, j'ai vu un tag juste avec le décor du Truman Show avec marqué on est dans le Truman Show et ça m'a donné une furieuse envie de le revoir. De le revoir. Ouais. Et alors ça vieillit bien? Ouais, ça vieillit très très bien. Malheureusement ça vieillit bien en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça, c'est de dire on est un peu dans le Truman Show. Ouais, c'est incroyable. Et puis la performance de Jim Carrey qui est un peu trop, je trouve, dans sa legacy résumée à The Mask, Ace Ventura et tout. En fait, c'est un immense comédien, je trouve. Ouais. Enfin, c'est un immense stand-upper à la base. Ouais. Et je sais pas si t'as déjà vu les vidéos à l'époque où il se métamorphe le visage et il arrive à faire... Si. Ah, mais c'est incroyable. Sur ses premiers spectacles, là. C'est fou. C'est fou. Et est-ce que t'avais vu... Clint Eastwood, ça devient Clint Eastwood, quoi. T'avais vu le documentaire quand il avait repris cet humoriste américain... Man on the Moon sur... Ah ouais. Où il est habité. Ouais. Et il dit qu'il a mis des semaines à sortir de son Exactement. perso. Il rentrait même en bif avec les mecs avec qui l'humoriste était en bif pour vraiment devenir ce gars. Ah ouais, il s'était dit, en fait, je vais pas le jouer, je vais l'être. Je vais devenir lui. Et mais donc, limite, être un peu flippant à la base. Ah non, mais il est hyper flippant, moi, je trouve, quoi. Tu vois, il est habité, quoi. C'est fou. Mais même, je crois que c'était sa sœur ou un truc comme ça. Enfin, sa sœur. À l'artiste d'origine qui avait dit mais j'ai l'impression d'être avec mon frère. Enfin, c'était très gênant, c'est quoi, que t'as une cérémonie, je sais plus ce que c'est, les Golden Globes ou les Oscars, où il y va mais juste après le tournage et tu vois Andy Kaufman, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est lui, quoi. Il y a pas de Jim Carrey ce jour-là. Et il dit en fait non, je suis pas encore retourné dans mon propre corps, quoi. Et je pense que t'as des comédiens mais comme un Heath Ledger qui a fini carrément par suicider, qui est devenu le Joker. Tu vois, les mecs se projettent tellement, la capacité de se mentir tellement que... Je suis assez fasciné par cette capacité à dédier pas ta vie, mais toi, ton âme, à ton art. Comme si tu pouvais sortir de toi et interchanger, quoi. Ouais. Mais on a vu même dans d'autres formes d'art, plus des arts plastiques ou des arts comme l'illusionnisme, par exemple, des personnes dédiées un pan de leur vie à ça, quitte à bouffer leur vie privée. Je sais pas si tu as vu le film Le Prestige, par exemple. Incroyable. Dans Le Prestige, il y a beaucoup de choses vraies dedans. J'adorais l'illusionniste aussi, mais Le Prestige est très intéressant parce qu'il est un peu documentaire, si tu veux par là. Mais j'ai adoré ce film parce que tu apprends plein de trucs. Et le fait de se dire, je vais pas spoiler le film. Par exemple, dans le film, il parle d'un personnage asiatique magicien qui fait apparaître un aquarium. Ouais. Et pour le besoin de l'aquarium, il fait toujours semblant d'être handicapé, même si personne ne le regarde, même s'il est tout seul. Et c'est pour les besoins du tour. Ouais, mais c'est pour lui, pour s'auto-persuader, pour ne jamais sortir de ce truc-là. Et ça, c'est fou d'en arriver là, tu sais. La dévotion du truc, quoi. Ouais. Juste pour que ce soit beau, tu sais. Il y a pas de côté carriériste, en fait. Juste, tu te dédies à ton art, quoi. Ouais, c'est fou. Et enfin, One Piece. One Piece, j'adore. Ouais.
J'ai jamais vu One Piece. Je suis même pas capable de le bluffer. Tu tentes même pas de le bluffer. Ouais, je vais te dire, allez, bateau, chapeau. Des mots-clés, tu me dois pyramide. Ouais, c'est ça, exactement. Tu bluffes. J'ai réussi à voir Fabien Licard sur One Piece. C'est là où c'est ta limite. Après, en fait, tu sais, j'ai peur de mettre le doigt dedans parce que j'ai Gary, mon régisseur sang sur le spectacle. On est du même âge, on était au lycée ensemble, tu vois, on se connaît depuis une paye et tout. Il vient de commencer One Piece. Tu vois. Il s'est dit, putain, faut que je m'y mette et tout. Donc il est tombé dedans. Donc il m'a dit le nombre d'épisodes qu'il a vu sur le nombre qu'il en est. T'as plus de 1000 épisodes, t'as plus de. Alors, moi, je conseille pour ceux qui se disent que c'est trop fastidieux de le lire en manga parce que c'est 100 tomes. Ouais. Donc ça va. Ouais. En vrai, un tome, ça se lit ça va, bien sûr. Ouais. Ça se lit en une journée, en une soirée. Tu peux te le faire en 3 mois, tu vois. Ouais. Et à regarder, il faut avoir 1 an de chômage devant toi. Tu vois, j'ai des trucs comme ça qui m'attirent et j'ai jamais mis le doigt dedans parce que je suis trop à la bourre. Game of Thrones. Ah ouais, pareil. Tu vois, j'en ai. C'est pas que j'ai pas vu beaucoup. C'est le truc que tu dis un jour, je le ferai. Bah ouais, au début, tu dis, attends, je vais attendre que ce soit un petit peu sorti avant de regarder, comme ça, j'ai binge-watché un petit peu et tout. Et puis un jour, tu te rends compte que, en fait, il faut que tu dédies un an au bordel, quoi, tu vois. Soit fallait rentrer dans le train direct, soit. Mais One Piece, il y en a plein, qui s'y mettent tardivement, mais c'est vrai que waouh. C'est un gros morceau quand même. J'y arriverai. Je sais pas si moi, j'avais pas commencé à l'époque, aujourd'hui, je me mettrais. Ouais. Ça te dit d'aller dans les années 2000? Je te suis. Je peux appuyer? Allez, appuie. Ça y est, on est dans les années 2000, Fabien. Ouais, ça sent. Ça sent comment, les années 2000? La weed, parce que je suis au lycée à La Rochelle, donc tout le monde fume autour de moi. C'est vrai que les années 2000, on commence un peu la fumette, la weed, ouais. Donc c'est quoi? Tu t'explores des trucs, tu testes tes limites? Moi, j'ai pas tant exploré. Dis-toi que t'as pas été trop. Non, je traînais avec faire ces des conneries et tout. Mais si des conneries, ouais. Un peu, ouais. Mais moi, j'aime pas perdre le contrôle, donc tu vois Parce que toi, t'arrives dans les années 2000, t'as 18 ans, donc t'es vraiment. T'arrives dans les années 2000 majeur. L'année de mes 18 ans. Ouais, t'es majeur, tu dis ok. Enfin, c'est en fin d'année, je suis de fin novembre, tu vois, donc. Donc ok, let's go pour la vie d'adulte. C'est comment tu prends. Les années 2000. 99-2000, en vrai, ou 98 à 2000, c'est une bascule pour moi parce que toute la primaire, le collège, je suis plutôt solitaire. Ouais. J'ai pas de problème avec les autres. Mais, tu sais, je suis pas harcelé ou des trucs comme ça. Mais j'ai du mal, moi, avec T'es pas hyper à l'aise avec tout le monde. Ouais, je suis pas le mec à la mode. Tu sais, je fais du jeu de rôle, je lis beaucoup de bouquins. Alors aujourd'hui, c'est hype. Je suis passionné par l'informatique. C'est pas stylé. C'est pas bon, quoi, tu vois. Tu sais, les petits pensent que geek, ça a toujours été stylé. Mais c'est pas stylé à l'époque. Mais tu sais que même, lire des BD, des machins, t'es un peu un bouffon. Hein. Tu vois, moi, à la récré, au collège, j'allais lire des BD ou des trucs comme ça au CDI. Ouais. Non, tu marques pas des points socialement à cette époque-là, quoi. En fait, c'est que la culture, c'est pas trop stylé. Ouais. T'es pas le mec de la cour d'école, c'est un peu le teubé qui est il fait un peu du sport. Je lisais du Stephen King, je me souviens, dans un coin de la cour, les gens ils me regardaient chelou, quoi, tu vois. Mais quand tu lis tes BD et tout, tu disais, moi je disais pas, tu sais. Alors que moi j'étais un méga, je lisais des BD, des mangas à fond, mais tu le disais pas trop. Tu vois, 2000 c'est l'année, c'est vers ces moments-là qu'il y a des BD comme L'Enfust qui vont apparaître et tout. C'était incroyable, tu vois. Et justement, 98 à 2000, c'est un peu des années de bascule pour moi parce que je découvre que j'ai le sens de l'humour. Que je sais faire marrer les gens, en tout cas. Donc je découvre que j'ai une bonne tolérance à l'alcool aussi, tu vois. Enfin, tout ça m'aide à me faire des potes au lycée, quoi. Tu dis, je peux faire des blagues et en fait, l'humour, c'est pas mal. Ouais, c'était un bon fluide social pour moi. Et du coup, par contre, je faisais partie d'aucun groupe de personnes, mais j'étais plus actif socialement. C'est-à-dire que je fitais avec tous les groupes, mais j'avais pas mon groupe de potes vraiment dédié, quoi. Mais t'étais, c'est là où tu dis, je peux être cool, en fait. Ouais, en tout cas, ouais, ça peut passer, tu vois. Je peux rigoler avec des gens, je peux passer des bons moments. Et t'as déjà le truc de te dire, je suis drôle, mais je pourrais même en faire un métier de ça, d'être sur scène, etc. Non. Ou pour l'instant, pas du tout Non, mais même pour je te mange un peu le futur, mais je me le suis toujours pas dit, tu vois. C'est vraiment, j'ai eu des occasions de faire des trucs dans ma vie. Et comme j'ai pas de plan de vie, comme je sais pas ce que je veux faire dans ma vie, je ne ruine jamais le plan de départ à essayer quelque chose qui se présente. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, t'avances à vue, quoi. Ouais. Le spectacle, moi, le moment où je fais du spectacle en théâtre, à Paris, ça devait être pour 3 mois. Ouais. Et ça fait 12 ans. C'est toujours du court terme et on verra. Et si ça me plaît, et si ça fonctionne et tout ça, vas-y, je continue, tu vois. D'accord. Et puis si ça fonctionne pas ou que ça me plaît pas, j'arrête, tu vois. Donc même le mentalisme et tout, c'est quelque chose que à cet âge-là, t'as pas du tout. C'est pas quelque chose qui t'attire. Parce que je sais même pas dans quelle mesure à cette époque-là,
Il y en a des mentalistes connus en France? Non. Non. Alors, le mentalisme, à la base, c'est un courant de l'illusionnisme, donc c'est une manière de pratiquer la magie, on va dire. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ça dans un bouquin quand j'étais petit. Et c'est très confidentiel. Et même dans le milieu de la magie, c'est plutôt un peu ringard, c'est des mecs sérieux, c'est poussiéreux, c'est chiant à écouter. Parce que nous, c'est vrai, quand on était petits, c'était vachement les magiciens, les tours, la femme coupée en deux, etc. Moi, j'ai fait un concours, le concours de la FFAP, donc c'est la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. C'est un gros truc en France. Après, t'as la FISM, t'as la nationale. J'ai fait un concours en 2009. Pour voir un peu le niveau que j'avais, tu vois, en mentalisme vis-à-vis des autres. Et donc, le concours, c'est à 10h du matin. T'as personne dans l'amphithéâtre, parce que c'est un congrès de magiciens, quoi. Je suis derrière le rideau, je vais être le premier à passer, et j'entends derrière le rideau le président du jury, t'imagines, qui dit « On commence par quoi ? Mentalisme ? Oh, j'ai horreur de ça. » Mais non. Et le rideau s'ouvre sur moi. Un peu les parias, on était les geeks des geeks, tu vois ce que je veux dire ? C'est les parias des magiciens, quoi. Ah ouais. Ah, c'est fou. Et où est-ce que tu as senti la bascule de c'est devenu hype? Bah vraiment la série, hein. Ouais, c'est ça qui a changé tout. La série The Mentalist, elle a démocratisé le mot, tu vois. Ouais. Et en plus, elle était quand même incarnée par un beau gosse. Ouais, de ouf. Tu vois. C'est devenu stylé, en fait. Ouais. C'est pas le mec creepy qui essaie de faire tout le monde est devenu mentaliste après. Tous les magiciens ont rajouté mentaliste sur leur carte. Mais aujourd'hui, en fait, c'est marrant, c'est que c'est le magicien classique un peu des années 90 qui est devenu un peu ringard. Ouais, c'est vrai, ouais. Et le close-up, machin, alors t'en as encore un peu et tout, mais c'est devenu un peu, c'est bon. Ça va, on a vu, tu vois. Ouais, en tout cas, c'est pas surprenant, quoi, tu vois. Ouais. Mais même aujourd'hui, le mentalisme est devenu pas surprenant, tu vois. Et le mentalisme aussi doit se réinventer et se renouveler, en fait. Et comme c'est des termes qui n'ont pas de définition, tu sais, on a envie de ranger les choses dans les cases. Donc, tu as envie d'avoir une définition pour magicien, tu as envie d'avoir une définition pour mentaliste, et tu as envie de retrouver cette définition-là dans la personne que tu vas voir. Ce qui est très dommage, parce que pour un humoriste, tu vois, moi, quand j'étais venu vous voir en spectacle, je me dis pas, ils doivent ressembler à tous les duos que j'ai vus dans ma vie. Bien sûr. Mais pour mentaliste, on n'est pas encore sorti de ça, tu vois. On se dit, c'est sa définition, c'est son truc. C'est cloisonné. Alors qu'en fait, c'est un artiste qui pratique du mentalisme, ce qui est déjà très différent. Parce que toi, tu te considères comme un humoriste, un mentaliste, un magicien plus au sens large, un performeur. C'est quoi qui... Et moi, je me considère pas. En fait, mais c'est un vrai truc. Hein. Je considère que je vais faire sur scène des trucs. J'ai envie de faire marrer les gens, c'est sûr. Mais je suis pas un humoriste dans le sens où j'écris pas non plus une succession de vannes, tu vois, quand un contexte c'est une rupture systématique. Donc, il y a une énergie du rire plutôt quotidien et situation, etc. Mais je me considère pas, et j'ai pas tellement envie d'ailleurs de me considérer. Je sais que je vais mettre dans mon spectacle tout ce que j'ai envie d'y mettre. Donc je vais mettre de la science, de la magie, du mentalisme, de l'humour. Si les gens suivent, tant mieux. Ouais, c'est ça, c'est une proposition artistique. Mais comme tu dis que tu navigues à vue, est-ce que tu pourrais te dire que ça se trouve à moyen voire long terme, tu pourrais faire sur scène full de l'humour, ou même autre chose. C'est des trucs où tu te fermes pas du tout la porte de dire. Complètement. En fait. Si tu regardes mon précédent spectacle, Singularité, Archétype, c'est celui que je fais maintenant, Singularité, il durait 2 heures. Si tu prends une personne qui sortait du spectacle, tu dis « Qu'est-ce que tu as vu ?» La personne, elle te disait sincèrement un spectacle de mentalisme. « Qu'est-ce que tu as retenu ?» La personne, elle te disait « En général, je pensais pas rire autant. » Tu vois ? Bien sûr. Sauf que le spectacle, si tu le décortiques, il y a 4 effets de mentalisme dedans. En 2 heures. Ouais. Et pourtant, ils étaient persuadés d'avoir vu un spectacle de mentalisme. Parce qu'ils ont été conditionnés par ça quand ils sont venus. En fait, c'est qu'ils ont vu le spectacle d'un mentaliste. Ouais. Mais un mentaliste n'a pas besoin de faire du mentalisme en permanence pour prouver qu'il sait le faire, tu vois. Donc, en fait, techniquement, sur les 2 heures, si tu mets bout à bout les moments d'effet pur de mentalisme, il reste 1h30 où on était en train de discuter de choses intéressantes, de se marrer, etc. Donc, tu vois, je suis pas loin de cette frontière-là, déjà. Ouais, mais parce que je pense, en fait, ils ont dû évoluer ces métiers parce que je pense que justement, le mec qui faisait juste de la performance et qui enchaînait les trucs, au bout d'un moment, ça lassait un peu, l'effet de surprise partait. Et en fait, je pense qu'en compétences, aujourd'hui, en fait, vous êtes plus comme tu dis, des humoristes et des incarnants qui, en plus, ont cette compétence de... Moi, je reste persuadé que tu prends un bon comédien, tu vois, tu prends un bon gars de la scène, tu me le cales avec moi un mois, je lui apprends les rudiments du mentalisme. Je pense que demain sur scène, c'est le mentaliste le plus crédible de France parce qu'il viendra pas de ce milieu-là et il aura un bon bagage de comédie, etc. C'est plus facile pour un comédien d'apprendre le mentalisme que pour un mentaliste qui ferait que ça, d'aller sur scène. Ouais, parce que
Je connais plein de mentalistes qui sont de très bons techniciens de leur métier, mais qui sont pas bons sur la scène parce qu'ils ont... Déjà, tu sais, la magie et le mentalisme, c'est quand même assez compliqué de se dire que c'est le seul art scénique où si je t'apprends là un numéro de magie, par exemple, j'en ai pour 5 minutes à te l'apprendre, un truc bluffant, hein, tu peux te sentir légitime à aller sur scène le faire. Mais c'est fou. C'est-à-dire que dans tous les autres métiers de la scène, tu vas apprendre ta compétence, la mise en scène, le rythme, ta tenue, positionner ta voix. Et les magiciens et les mentalistes, nous avons tous l'impression qu'à partir du moment où on connaît le truc, on est légitime à aller sur scène, on est des artistes. Pas du tout. En fait, c'est juste encore heureux que tu saches faire la chose pour laquelle tu es de la prétention, mais comment tu la vends? Parce qu'il y a un truc que tu as dit là, il y a 2 secondes qui est trop vrai. C'est quand même le métier le moins intéressant du monde. On arrive sur scène, on promet qu'on va réussir à faire quelque chose et on réussit à le faire. Putain, l'arc dramatique, il est pas ouf quand même. Hein. Ouais, bien sûr, il n'y a pas du tout de tension en fait. Pourquoi les émissions de mentalisme ou de magie, elles perdurent jamais à la télé? Parce que t'as un mec qui arrive, qui va tenter de faire un truc et qui va réussir parce que c'est ce qu'on attend de lui. Tu vois, donc on sait qu'il va deviner le mot, on sait qu'il va... Donc partant de là, c'est quand même pas très surprenant. Donc qu'est-ce qu'on fait pour rendre ça surprenant et intéressant, quoi? Ouais, c'est qu'on sait où on va en fait. On sait où on va. Je te propose de faire une interview inversée. Ok. Donc, comment tu vas? J'inverse l'interview à partir de maintenant. Voilà, c'est toi qui m'interviews. Alors, comment ça va en ce moment, toi? Bah, franchement, ça va très bien. Je suis avec Fabien Olicard et on fait une super émission. C'est vrai. Comment c'est un peu un goal de vie. Ouais. C'est que je te donne des réponses. C'est trop ça. Je suis avec Fabien Olicard, c'est un goal de vie, c'est le titre de cette vidéo. Je te le dis. Ça, c'est le titre de la chaîne. Ouais. Je te donne des réponses. Ah, il faut que je trouve la question. Quelle serait la question pour toi? Ok. C'est mon plus grand rêve. Est-ce que tu as déjà pensé à être père au foyer? Ah ouais? Ok, donc te faire une pause et... En fait, je voulais être père très jeune. Ça aurait été un rêve d'être père de beaucoup d'enfants très jeunes et d'être père au foyer. Ok. Et après, comme j'ai vite plus été très jeune, parce que le temps passe, ça m'a moins animé. Mais encore aujourd'hui... Je sais qu'il y a plein de gens qui me croient pas forcément quand je dis ça parce que je suis un travaillomane, je suis boulimique de la création. Ouais, de ouf. Mais je suis boulimique de la création. Mais moi, si le public c'est mes enfants, ça me va. Ouais. Tu vois. Ça fait beaucoup d'enfants. Donc moi, même un enfant, c'est un bon public pour moi. Ok. C'est l'un de mes plus grands regrets. T'as ton bac? Ah ouais. T'as pas ton bac? J'ai pas mon bac. Je suis pas allé au rattrapage. Putain, c'est fou. Et en fait, je suis pas allé au rattrapage parce que je travaillais déjà à l'époque. D'accord. Et vraiment, depuis quasiment toujours, je savais que je voulais pas faire d'études. Ouais. C'est un truc qui me gonflait. Ce qui était assez paradoxal avec la quantité de bouquins que je m'avalais et l'auto-formation que je me faisais. Mais par exemple, au lycée, je séchais mes cours au lycée et tu me retrouvais en auditeur libre à l'amphi de La Rochelle de la fac de psycho pour écouter un cours de psycho qui m'intéressait. Donc c'est pas un problème du tout de. En fait, j'aime apprendre à la carte, en fait, quoi, tu vois. Et c'était le schéma imposé unique qui te faisait chier. Et du coup, je suis allé jusqu'au bac pour faire vraiment plaisir à ma mère, au sens littéral. Ça a beaucoup été souvent ça. Hein, Du coup, je travaillais en même temps. Donc, j'avais fait des calculs pour rester qu'1 heure par épreuve et avoir mon 10 et puis basta. Et puis, j'ai pas de 10. J'ai genre 9,86, un truc comme ça de moyenne. Et t'as même pas le rattrapage, du coup. Et du coup, 9,86, des fois, ils te le donnent. Sauf que moi, j'avais un tel dossier, j'avais des avertissements pour absence à chaque trimestre et tout, que ils me mettent au rattrapage. Et moi, je taffais déjà et j'avais dit, je vais pas rater le taf pour ça. Je le passerai l'année prochaine en candidat libre, ça fera plaisir à ma mère. Dans la besace, c'était jamais retourné. Et je l'ai jamais fait, et je suis assez à l'aise avec ça, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'avant, je mentais par omission. On me disait, et toi, t'as fait quoi comme étude? Et je disais, j'ai fait une terminale S. Ah ouais, d'accord. Je disais pas, j'ai le bac. Pas, mais tu vois? Parce que dans la tête des gens, forcément, t'es allé jusqu'au bout. Mais je comprenais bien qu'en fait, on allait qualifier et quantifier mon intelligence potentielle avec le fait que j'ai obtenu ou pas le bac. J'ai pas de diplôme, tu vois. Alors que ceux qui s'en sortent, c'est les plus malins. Et le jour où un de mes livres a été étudié dans les facs de psycho, j'ai quand même dit à ma mère, c'est pas si mal pour un mec qui a pas eu le bac. Mais le simple fait de dire ça à ma mère montrait que quand même, mine de rien, c'est un regret. Toujours ce truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me dis, j'y serais allé à ce rattrapage. Tu l'aurais eu. Non, mais oui, en plus, j'avais physique, c'était quoi, F7. On avait une épreuve de 4 heures ou 5 heures dessus. J'ai fait 1 heure vite fait à l'arrache. J'avais juste à faire 20 minutes à l'oral. Je l'avais. C'était sûr et certain, quoi. Je me dis, c'est quand même couillon pour une après-midi de taf manqué d'avoir eu ce petit truc un peu... Ce petit goût d'inachevé un peu tu vois, ouais.
Ok. Je le fais tous les jours. Tu lis de temps en temps? Donc ça, c'est un truc que tu t'imposes? Garder cette gymnastique. Mais je l'impose même pas, c'est vraiment, j'aime lire. Ça fait partie de ta routine. Ouais. Je lis rarement moins d'1 ou 2 livres par semaine, tu vois. J'aime trop ça. Et je vais varier, tu vois. Je vais faire un peu de fiction. La BD est une lecture pour moi. Ah oui, donc, bien sûr. Ça va être un roman. Là, je me suis lu aussi Albator et Goldorak. Là, les BD qui sont sorties, elles sont incroyables. Je vais lire un bouquin pratique, quelque chose qui va m'apprendre quelque chose et tout. Mais j'ai toujours un livre en cours. J'aimerais beaucoup commencer. Qu'est-ce que j'aimerais commencer? En général, si je veux commencer quelque chose, je le commence. Ah ouais? Il n'y a pas un truc que tu te dis, putain. Moi, par exemple, c'est genre la guitare. Ça fait 1000 ans que je me dis, faut que je m'y mette. J'ai la guitare à la maison et je prends jamais le temps de me dire, vas-y, je prends des cours, au moins je fais un truc, tu vois. Est-ce que tu vas ralentir le boulot? Ouais. J'aimerais commencer à ralentir un peu. Ouais, c'est un de mes objectifs. Ouais. Enfin, je projette tout à plus 4 ans, plus 8 ans, plus 12 ans. Je suis un psychopathe, hein, j'ai des plans de vie tu remplis, je régule après au fur et à mesure. Tu remplis. Et non, c'est en tout cas pour voir où je vais aller et voir ce que j'ai pas envie de faire. C'est très dur de savoir ce que tu as envie de faire. C'est beaucoup plus facile de savoir ce que tu n'auras plus envie de faire. Moi, je sais que par exemple, à plus 10 ans, j'ai pas envie de faire des tournées de spectacles aussi denses que ce que je me fais depuis 10 ans. À plus 10 ans, je suis pas sûr de faire les mêmes vidéos sur YouTube. À plus 10 ans, je suis sûr que j'ai envie d'écrire encore si j'ai encore des choses à dire dans des livres. Tu sais ce que tu as envie de garder et épurer, quoi. Et donc, dans tout ce système-là, il y a un côté, par contre, ralentir le travail, ralentir aussi, du coup, les revenus et les projets, etc. et voir comment ça s'emboîte. Tout ça, c'est un plan de vie. Ouais. Donc, c'est quoi? Ça te rassure d'avoir le plan un petit peu ça me rassure de me dire qu'il n'y a pas un moment où je vais relever la tête en me disant « j'aurais dû penser à ». Tu vois? Et je sais que je bouge mes pions dans la bonne direction tout le temps. J'ai un coup d'avance en temps normal. Un côté un peu navigateur qui mène sa barque. Un côté un petit peu contrôlant aussi, peut-être. Hein. Ça rassure. Est-ce que ça te dit qu'on revienne aujourd'hui? Il y a le choix. À un moment donné, il faut rentrer. C'est comme les vacances, hein. C'est cool, mais à un moment donné, il faut rentrer. On rentre? Je te laisse faire. Ça, tu me le laisses. Ça, tu me le laisses. Ça y est, on est en 2023. Ouais. Ça sent quoi? Peut-être même 2024, parce que je sais pas quand ça sera diffusé. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Laisse-moi qui te le demande. Ça sent quoi 2024? Ça sent pas très bon. Ça sent, je sais pas, c'est plus aseptisé. C'est vrai que c'est plus lisse. Ouais. Enfin, c'est à la fois plus lisse et à la fois plus extrême. Ouais. J'ai l'impression que 2024, c'est peut-être l'année où on commence à manquer de nuances. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des discours tellement extrêmes dans tous les domaines que si t'es pas lisse, on pense tout de suite que t'es extrême du coup et que tu adhères à des trucs. Il y a un peu que de mode. Ouais, c'est un peu binaire. Ah ouais, c'est un peu t'es méga lisse, méga neutre. Ouais. Ou alors t'es trop impliqué. Ouais, c'est possible. Et t'as à dire mais les gars, justement, l'être humain c'est des nuances. Je peux pas penser que ça. Et puis on a le droit de se tromper. Ouais. J'ai très peur de ça quand je vois aujourd'hui sur les réseaux qu'on te ressort un bail que t'as dit il y a 11 ans dans une vidéo. La dictature de la perfection, t'as pas le droit d'avoir fait une erreur. Et on te dit mais t'as dit ça. Et j'aimerais que les personnes puissent vraiment dire, déjà je l'ai dit qu'une fois. Ouais. Et puis à l'époque, c'est vrai que j'avais pas trop réfléchi à la question, mais si tu regardes tout ce que j'ai dit depuis, ça montre mon évolution personnelle. Et aussi en corrélation avec l'évolution de la société. T'as un peu ce truc d'intransigeance où t'as un peu le truc qui revient beaucoup sur Twitter, le finito, tu sais, genre, le mec a fait un truc, ou même un flop, t'as plus le droit de flopper, t'as le droit de flopper, tu vois. Même Michael Jackson a floppé sur certains trucs. Tout le monde a floppé, tu vois. Et tout le monde a dit des conneries, tout le monde a regretté des choses, et c'est cool aussi. Parce que ça nous rend vachement plus humains, tu vois. Et t'as un peu ce truc de, on a tellement peur qu'à la fin, il y en a qui font même plus, tu vois, parce qu'ils se disent, ah non, et on réfléchit à l'envers. Mais même dans la création, hein. Je trouve que dans la création aujourd'hui, mais en plus, quand nous qui faisons de l'humour, aujourd'hui, t'as tellement peur de vexer, t'as tellement peur de faire un truc qu'on réfléchit un peu à l'envers. C'est qu'on réfléchit avant de créer. On est là, attends. Ok, c'est tamisé, c'est machin. Et puis t'arrives vachement plus tard à la blague qu'avant, ou à l'avant, c'est ça me fait marrer, machin. Et puis après, si je me suis foiré, c'est pas grave. Mais je trouve que le process, on est un peu en train de l'inverser sur la création de manière générale. Il y a un mec qui est très fort en humour, c'est Arnaud Demanche. Je sais pas si tu connais. Ouais. Il a écrit des sketchs qui sont hyper drôles, très malins, mais tu peux te mettre un public ado et faire un truc comme ça. Donc, ce qu'il a créé,
dans ces sketchs-là, sans trop les spoil, il a créé en fait un souvenir d'un personnage imaginaire qui est un ami de sa femme. Et en fait, il est en train de raconter un truc devant l'ami de sa femme en faisant des blagues avec son pote. Et donc, il incarne aussi l'ami de sa femme qui est complètement choqué par ce qu'il fait. Donc, en fait, du coup, c'est plus lui qui est en train de choquer le public est en train de se marrer du mec qui est choqué de ce que dit Arnaud, tu vois. Il a décalé le truc pour plus que t'es obligé de passer par ce genre de process aujourd'hui. T'es obligé de passer par ces process pour justifier. Ou alors, t'y vas à 2000 et ça devient presque ton fonds de commerce. Mais il y a quelques places disponibles. Parce qu'on te donne, c'est lui. Lui, il a le droit. Il roule à 200. Non, mais lui, il sait faire. Et pour les autres, t'es un peu dans une zone grise de on avance, ça passe, Il a osé. Et t'as des trucs, des fois, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que moi, par exemple, je fais les premières parties de Boone en ce moment, Boone Aimin, et lui, il s'est jamais rien refusé. Non, clairement. Et j'ai vu, et là, sur certains trucs où il teste, parce qu'en plus, en ce moment, il est en création de. Et ben, des fois, t'as des gens, tu vois, les têtes, t'as des gens, des fois, qui sortent de la salle sur certains sujets. Ah, waouh! Des trucs qu'il a jamais eu, ça fait 20 ans qu'il est. Surtout que quand tu vas voir Boone, tu sais. Tu sais, qui va rouler sans permis, bat les couilles. Et autant t'as des sujets sur lesquels il y va à 2000, il peut parler de palmade, de machin, de trucs. Puis t'as certains, tu vois, l'autre jour il a parlé du conflit israélo-palestinien, les gens sortaient de la salle. Et tu te dis, il y a des vrais trucs aujourd'hui où les gens sont plus aptes à rire de tout, ils ont presque peur, tu vois, alors qu'ils sont quand même dans une démarche d'être sortis voir un spectacle d'humour, ils sont déjà dans ce mode normalement. Et ils sont quand même vachement parce que l'art est fait pour déranger ou soulager quand même. Tu vois, c'est l'art et encore plus les spectacles d'humour, c'est la cocotte minute qui va laisser passer un peu de vapeur. On va rire de ce qu'il faut pas, tu vois, et on va se soulager un petit peu. Ça a toujours été des cellules de décompression de notre propre société où on se permet de se décaler, de rire de ça. Et aujourd'hui, on nous cale sur la mauvaise fréquence, j'ai l'impression. Alors que c'est dénaturer le propre même de la création et de l'humour, je trouve. Et ça devient un peu compliqué. Moins soulageant du coup, Donc, mais après, en même temps, on est obligé de s'adapter parce que chaque. Tu vas voir dans le futur, t'appuieras sur ton bouton, tu me diras. Je sais pas, est-ce que ça existe encore les humoristes en 2500 toi qui as été voir le futur? Non, j'y suis pas encore allé malheureusement, mais l'humour, c'est le propre de l'homme en tout cas. Donc tu penses que les humoristes, on va réussir à survivre à cette. Je pense que alors très sincèrement, je pense que l'être humain fonctionnera toujours par l'humour. Déjà parce que biologiquement, ça lui génère des hormones endogènes qui lui font du bien dans le cerveau, et quand on a besoin d'un exutoire. Et tant qu'on vivra d'une manière sociable, l'exutoire, ça pourra plus être je tabasse le premier que je croise. Donc en fait, ça passera par l'humour. Je pense que l'humour existera toujours et qu'au contraire, plus ce sera anxiogène, plus il faudra d'humour. Mais comme tu dis tout à l'heure, justement, il y a eu pendant le Covid où tout le monde s'est rendu compte qu'on était un peu utile quand même, parce que quand t'es enfermé chez toi, les gens, justement, regardaient les trucs d'humour, etc. Où on se disait tous, justement, il y a un réavènement. Et puis derrière, comme tu dis, on a vite reperdu la mémoire et les gens, j'ai l'impression, depuis l'après-Covid, sont encore plus susceptibles, où il y a eu tout le monde s'est un petit peu retourné vers ce qu'ils pensent représenter et super susceptibles les uns vers les autres et de ce qu'on dit, et ne faut offenser surtout personne. Moi, je crois que c'est une période en vrai, ça. Je le pense sincèrement. Je pense qu'on est sur une période d'A/B testing où l'humanité entière qui se regarde, puisqu'elle est interconnectée, est en train de régler qu'est-ce qu'elle peut faire, comment on se juge, comment on se cancel, comment on se libère, comment tout ça. Je sais pas combien d'années ça va prendre, mais pour moi, c'est sûr que ça va se réguler. J'ai l'impression qu'on a tous été un peu blessés, sans trop savoir pourquoi, et donc on est devenu un peu susceptible, un peu... Plutôt que je suis susceptible, c'est ça que tu dis ? En fait, je te permets pas, en fait. Je me souviens, en 2012, déjà, t'avais dit les gens susceptibles, je les aime pas. Tu vois, t'avais dit ça sur ton Facebook, j'ai le screen. Grâce à la Wayback Machine. Tu sais, avec maintenant, il y aura les lunettes, là, qui sont en train de créer. Où tu pourras sortir les dossiers. Tu sais, il y aura les vraies embrouilles de, j'ai pas dit ça. Ah ouais, t'as pas dit ça? T'as dit ça! Et non, c'est une IA, c'est comme dans Dragon Ball, tu sais, déjà, je vais avoir ta puissance, ta popularité sur les réseaux, j'aurai tout, là. Ça va être ça maintenant. En Chine, ils ont commencé ça, les rankings, où en fait, ça évalue tout ce que tu fais. Est-ce que t'as des retards de loyer? Est-ce que t'es en retard au taf? Ton droit au crédit va dépendre de ça. Enfin, dépend déjà de ça. C'est ta note de citoyenneté. Et ce qui est fou, c'est que c'était dans Black Mirror quelques années avant, on y est déjà, quoi. C'est incroyable, hein. Ça fait peur. Cet épisode de Black Mirror est dingue. Et on se rank, quoi, de tout.
Mais on a été habitué à ça, de tout le temps se noter, de tout. Le mec, il te livre, tu le notes. Ça, c'est compliqué. Ça, par contre, pour moi, c'est un sujet compliqué. C'est horrible. En fait, on se donne le pouvoir de juger en permanence, et on le demande parce que ça faisait de l'engagement et commercialement, c'était bon en marketing. Mais c'est anormal, tu vois. J'ai pas la compétence de juger tout et n'importe quoi. Ouais, moi, Fabien. Et puis on a vite accepté d'être jugé. Ouais. C'est-à-dire que même sur les réseaux, tu mets des photos de ta vie et les gens ont le droit de liker ou pas. Ah ouais. Un truc où c'est toi, tu vois. Ouais. Genre tu likes ou pas une photo de moi en vacances, tu vois. Pourquoi t'aurais à juger ou pas ça, tu vois. Et chaque jugement, en plus, a la même valeur, alors que forcément, un jugement doit être teinté aussi d'une compétence. Il y a aucun discernement. Ouais, il y a juste j'aime pas. Tu sais, c'est la fable du merle et du corbeau. Je te la fais en 2 spies. Tu la connais? Ouais, bien sûr. Je vais la refaire pour les gens. Donc en 2 spies, c'est le merle et le corbeau qui savent pas lequel des deux chante le mieux. Ils se prennent la tête pour ça sur une branche. Il y a un cochon qui arrive qui dit je vais vous départager. Et puis il chante. Donc le corbeau croisse, c'est horrible. Le merle chantonne, c'est magnifique. Et le cochon dit c'est le corbeau qui chante le mieux. Et du coup le merle pleure et puis il dit mais c'est bon, faut accepter de perdre. Il fait non, je pleure pas d'avoir perdu. Je pleure d'avoir été jugé par un porc. Et c'est un peu ça quoi. Tu vois, tout jugement n'est pas équivalent en réalité suivant le domaine. C'est qu'on les prend et on est vachement. Ils ont la même puissance. Ouais. Vachement affectés par ça. Et surtout nous en tant qu'artistes qui nous soumettons au jugement des gens. Et c'est vrai que t'as un truc. Mais même n'importe quelle personne sur les réseaux, la négativité, elle t'impacte 10 fois plus. Le tribunal populaire, elle est compliquée. Il est compliqué et puis c'est permanent maintenant. Ça sort jamais. Et t'as l'impression d'être toujours sous le jugement de tout. Laissez un gentil commentaire du coup. Je sais pas si t'as vu le film Mélancolia de Lars von Trier, où c'est le pitch en rapide, c'est la fin du monde. Il y a une exoplanète qui va rentrer en collision avec la nôtre, qui s'appelle Mélancolia, et tu suis les dernières 24 heures sur Terre, mais à l'échelle juste d'une famille. Donc, tu sais pas du tout ce qui se passe dans le reste du monde. Ouais. C'est un peu l'anti-Armageddon, tu vois. Et de comment ils choisissent il y a pas d'issue. Il y aura pas d'Américain qui va sauver. Mais justement, comment tu choisis de passer ces dernières 24 heures? Et eux, ils choisissent de le passer en famille, en réglant tous les problèmes ou en les réglant pas, justement. Et qu'est-ce qui est le plus important, au final? Qu'est-ce que tu retiens sur ces dernières 24 heures? Donc, on imagine que nous, on est dans cette réalité-là. Qu'est-ce que tu décides de faire c'est quoi le dernier plat que tu voudrais manger? Le dernier plat, une fondue. Ah ouais? Ouais, une fondue savoyarde. Grosse fondue. Ouais, et puis je fais n'importe quoi, tu sais, j'ai des pommes de terre, mais j'ai aussi de la mayonnaise, j'ai de l'huile d'olive, je fais n'importe quoi. Tu décides d'avoir mal au bide, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Tu te dis pas, je me fais un super resto. Me limite, si je fais un suicide de digestion, je me dis c'est moi qui avais le pouvoir. T'es mort pour la planète. C'est pas toi qui me tuera, exactement. C'est le fromage. Tu vois, c'était pas Mélancolia, c'était Gastronomia. Très belle mentalité. Si tu devais écouter une dernière chanson. Mano Solo. Je pense j'écouterai J'avance de Mano Solo. D'accord. Si tu devais regarder une dernière série. Volontairement, je dis pas de film parce que c'est souvent les séries qui souvent les fins sont un peu décevantes. On a plein de séries qu'on adore. Et c'est souvent c'est rare une série qui nous... Putain, je pense que je me refais une série vraiment improbable. Je me la refais pas dans une autre situation que celle-là. Mais je me refais Charmed. Parce que je trouvais... c'est Amy qui est en train de se refaire Charmed. Ah ouais. Ça pas très bien vieilli. Ah ouais. Spoiler alert. Mais je me souviens juste que la fin, elle était chouette. Les effets spéciaux à MS-DOS et tout, c'est chaud. Les disparitions, ils sont tous là, tu sens qu'ils ont pété. T'as limite un décalage du mec qui disparaît. C'est fou. Mais là, je me souviens... Mais il y a un côté, en fait, c'est tellement kitsch que ça en devient limite cool. Bien sûr. Mais je me souviens juste que dans le scénario, la fin, elle était classe. Moi, j'ai même pas vu la fin, je crois. Ouais, mais parce que tu sais, dans la trilogie du samedi, des fois, comme ils avaient pas les droits du truc, tu revenais au début. La fameuse trilogie du samedi sur M6. Buffy, tout ça, c'était fou. Ok, donc tu te refais Charmed. Magnifique. Si tu devais râler une dernière fois. C'est quoi ton truc où tu... Je pense que ce serait vraiment... Alors, est-ce que c'était si important de déclarer ses impôts à l'heure tous les ans? Franchement. Pour ça. Tout ça pour ça, au final. Tu sais, parce que on joue un jeu commun, le jeu de la société, mais c'est faux, tout ça, tu vois, et on y met des importances vitales, alors que, tu sais, on pourrait un peu réguler. Bon, bref. Si tu devais faire une dernière folie. Un truc que tu t'accordes pas. Si demain tu te l'accorderais pas, mais là tu dis il y a plus d'enjeu. Il y a plus d'enjeu. Je jette tout ce qui est connecté chez moi. Ouais. Tu veux pas la dernière journée, on s'en fout. On se connecte pas. C'est ça. C'est ceux qui sont là, quoi. Tu vois. Et si tu devais dire un dernier merci? Un dernier merci.
Un dernier merci. Je sais pas si j'aurais envie de dire un dernier merci, tu vois. Je suis pas toujours sûr que... Tu sais, le premier manque de consentement qu'on a, c'est notre naissance. Ouais. Donc, est-ce que je dois dire merci finalement? Ouais, parce que pour quelque chose que tu n'as pas choisi. Je sais pas. Je sais pas si... Donc je m'abstiendrai de dire merci. Tu peux dire merci à toi, hein, sinon. Bah non, même pas non plus, non. Merci pour rien, c'est juste... Ouais, je dirais plus, c'est fait. Ça y est. C'est fait. Ça c'est fait. Ouais. C'est bon, le plan... Ouais. Ok. Next. On a une petite séquence découverte où je vais essayer de te faire découvrir une œuvre que j'espère que tu connais pas. Ok. Alors c'est un manga qui s'appelle Eternal Sabbath. Ok. Et en fait c'est un seinen, c'est pas un shonen. Donc je sais pas si tu sais la différence. Ouais. Shonen c'est pour les ados, seinen c'est pour les adultes. Donc c'est traité de manière plus sérieuse. Et en fait on est dans une société où les scientifiques ont réussi à développer des télépathes. Okay. Donc avec les expériences ils ont réussi à en faire des télépathes. Donc tu as certaines personnes qui ont ces capacités là. Et en fait t'as un des télépathes qui va se venger et tuer. Avoir pour mission de tuer les scientifiques qui l'ont rendu comme ça. Et donc tu suis justement les policiers, les scientifiques qui vont essayer de l'arrêter, aidés par un télépathe. Donc justement t'as un peu les deux qui vont un peu s'opposer. C'est vraiment très cool parce que justement t'as ce côté-là télépathe vs télépathe et les deux façons de pouvoir prendre le truc. Donc Eternal Sabbath qui est édité chez Glénat, je te conseille. Je commence ça dès la semaine prochaine. J'ai dit télépathe parce que je sais que tu l'es un peu et que depuis tout à l'heure tu connais les questions avant moi dans ma tête. J'avais même le nombre de minutes de retard que tu aurais. Ah mais je sais très bien, tu sais ce que je vais faire après. Lève-toi les mains avant d'ailleurs. On va terminer par un cadeau parce que moi j'adore offrir. Tu sais, moi je préfère offrir que recevoir les cadeaux. Des fois, je crois que je suis un peu comme ça aussi. Moi j'aime bien quand j'achète un truc où je pense que je vais faire plaisir à la personne, je suis plus impatient. Et t'es là, et quand la personne ne réagit pas assez, t'es là. Et t'arrives à te contenir de ne pas lui offrir avant. Ah non, c'est dur ça. C'est dur. Voilà, dire, je t'ai acheté un truc, c'est quoi, tu veux savoir? Vas-y, tease-moi, essaye de me faire craquer. Allez, je te donne un indice quand même. Mais l'autre, non, mais je m'en fous, fais-moi la surprise. Oh, mais t'es chiant. C'est pour ça que moi, il faut que j'achète mes cadeaux très tard. Ouais. Parce que sinon, je tiens pas. Si c'est un mois avant, je vais l'offrir avant. Ouais, moi, on est génération 80-90, on est très liés aux objets. On adore ça. Ah bah ouais. J'espère que je vais te faire plaisir. Ok. Un lecteur MP3. C'est pas moi qui l'ai. C'était le cadeau de Thomas Dezer. Moi, c'était les clés. Je l'ai croisé. Ah, il t'a dit. C'est pour ça que t'as dit ça. Merci. Je me suis dit, il est trop fort, il est encore rentré dans ma tête. Merci beaucoup. What's this? Tu l'as peut-être déjà. Est-ce que tu l'as ou pas? Alors, je l'ai en version digitale parce que je l'ai jamais chopé en version écrite. Eh ben, c'est trop cool que tu l'aies en version écrite. Donc, c'est Joseph sous la pluie qui est un mélange de romans, de poèmes et de dessins de Tu peux le montrer à la cam? Qui est incroyable. C'est des poèmes et dessins de Mano Solo. Et c'est vrai que les gens, aujourd'hui, surtout avec les tablettes pour lire, etc., n'achètent plus trop en physique. Et il y a certains œuvres ou ouvrages que moi j'aime bien acheter en physique. Même si je les lis pas forcément. J'ai une petite collectionnite de ce côté-là. C'est important de les avoir physiquement. Ah, mais c'est incroyable. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Ça me fait plaisir que tu l'avais pas. Je me suis dit, tu dois. On est quelle date dans la vie des personnes qui nous regardent? Je sais pas, 2023, 2024. Eh ben, peut-être même 2050 si entre-temps il s'est passé un truc. Sachez que le 10 janvier 2024, j'ai sorti sur ma chaîne YouTube un gros docu sur Mano Solo. Ah, bah magnifique. Parce que personne n'a fait ce taf-là et ça. Il y a rien sur YouTube? Et même, il n'y a rien eu de produit en télé, etc. Et je suis vraiment très fan de cet artiste et je voulais que ça existe. Donc, c'est une vidéo qui va flopper, mais qui est hyper intéressante à regarder. Non, parce que je pense qu'il y a suffisamment de fans pour je suis pas sûr. Dans la niche. Donc, en tout cas, ça fait. Et puis, il y en a peut-être qui le découvriront comme ça, grâce à toi. J'espère, ouais. Et c'est bien, c'est ce qu'on disait. C'est du travail pour la passion. Et puis, lui, il disait ce qui compte, c'est pas l'issue, mais c'est le combat. Ça, c'est beau. Voilà. Eh ben, on peut te retrouver où, Fabien? Sur scène? On peut me retrouver sur ta chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur tous les réseaux de manière générale. Et à la Fnac, moi, chaque fois que je vais à la Fnac, je te croise partout. À la Fnac, je suis dans le rayon derrière toi. Tu te retournes, tu me vois. Non, mais je te vois partout. À chaque fois que je vais à la Fnac, j'ai l'impression, je te trouve plus facilement Fabien Licard que les vendeurs à la Fnac. En même temps, j'en suis à 8 livres d'écrits, un jeu, enfin, tu vois, donc à force, je commence à occuper le terrain. C'est bien. C'est vrai que c'est presque à toi maintenant, la Fnac. Ouais. Putain, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Fnac Olicard, on appellerait ça. La Fnac Olicard. Bon, merci, je savais pas que j'aurais un cadeau aujourd'hui. Eh ben, moi, ça me fait plaisir d'offrir. Et ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Partagez. À bientôt, Fabien. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir en ASMR. Allez, salut les amis.